et de la faune de Mbumbangoko, dans la région de l'Est Cameroun. C'est le résultat de la lutte contre le grand braconnage, instruite par le ministère de tutelle. En réalité, nous avons reçu une instruction de monsieur le ministre des Forêts et de la Faune sur la situation qui règne au niveau de la ZIC 36. Et cette instruction a été répercutée au niveau du préfet qui a pris les choses en main et qui a organisé la mission de concert avec le Combine et le COCOM. Dans la localité, la traque des bêtes demeure une grande menace à la survie des espèces et porte atteinte à l'équilibre des écosystèmes et à la santé humaine. Tout le terrain, on a opéré, et à savoir, on a effectué les saisies et on a détruit le campement et arrêté 17 braconniers. La première chose, c'est d'abord de rassurer nos partenaires, c'est-à-dire les amodiateurs. La deuxième chose, c'est de sensibiliser les populations riveraines sur la gestion rationnelle de la faune. Le butin de cette chasse aux braconniers a été vendu aux enchères et la somme récoltée versée dans les caisses de l'État. Une lutte pouvant en cacher une autre, cette fois lutte contre le phénomène d'enlèvement et de demande de rançon. La gendarmerie nationale intensifie ses efforts pour mettre fin aux activités de preneurs d'otages sous la coordination de la Légion du Nord. Le bouclage stratégique a été mené dans 2 localités identifiées comme des repères de ces malfrats. Au bout du compte, l'interpellation de plusieurs suspects et la récupération de matériel essentiel aux activités criminelles. Le reportage d'Aïssatou Bouba. Ce bouclage effectué par la Légion de gendarmerie du Nord rentre dans le cadre des opérations Adano et Émergence 3. 2 localités sont passées au pain fin, Gidiba et Mayosala, dans le département du Mayoraï. Je voudrais saisir cette occasion pour louer encore la synergie entre les forces, parce que vous avez dû constater qu'il n'y a pas que les gendarmes qui sont descendus sur le terrain, il y a les militaires du BIM et du BIR qui étaient avec nous. C'est comme ça que nous allons continuer à travailler pour être davantage efficaces. Les résultats de la descente sont satisfaisants. Des personnes recherchées sont interpellées et des saisies sont effectuées. Alors nous avons atteint les objectifs qui étaient atteints. Nous avons interpellé un certain nombre de personnes, parmi lesquelles des gens que nous recherchions, et beaucoup d'armes blanches et autres qui ont été saisies. Nous allons exploiter ces personnes-là en mesure d'interpeller les autres qui sont toujours recherchés. Le bouclage est rendu possible par la collaboration avec les populations, d'où l'appel lancé du commandant de la Légion de gendarmerie du Nord. D'autres descentes dans d'autres localités vont être engagées dans les prochains jours. Pas de répit pour les députés au lendemain de l'inauguration du palais de l'Assemblée nationale. Les membres de la Chambre basse du Parlement ont reçu ce dimanche le projet de loi de finances du Cameroun au titre de l'exercice 2025. Selon l'exposé de motifs, le budget de l'État s'équilibre en ressources et en emploi à 7 317,7 milliards de francs CFA contre 7 278,1 milliards de francs CFA en 2024, soit une hausse de 39,6 milliards de francs CFA en valeur absolue et 0,5% en valeur relative. Approuvé par la conférence des présidents, ce projet de loi sera défendu par le ministre des Finances. Lors de la séance plénière présidée par Kava Yégué Djibril, le Premier ministre Joseph Dione Gouté a présenté le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour 2025. Dans son discours, le chef du gouvernement a adressé le bilan des réalisations de 2024 avant d'exposer les priorités gouvernementales de 2025, parmi lesquelles donc la poursuite de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, la mise en service complète du barrage de Natigal, la mise en œuvre continue de la stratégie nationale de développement SND 30, entre autres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et on parle d'autre chose à présent. Des organisations de la société civile camerounaise regroupées au sein du consortium pour le suivi du mécanisme onusien ont présenté les conclusions de leur participation au comité contre les tortures à Genève les 13 et 14 novembre dernier. À l'occasion d'un thé citoyen, ces acteurs ont dressé un tableau préoccupant des droits humains au Cameroun. Ils dénoncent une généralisation de la torture marquée par les pratiques systématiques dans certains milieux et appellent à des réformes urgentes
pour aligner le pays sur les normes internationales. Janice Kamga, Constant Kamga. De retour de Genève, où elle a pris part aux derniers travaux du Comité contre la torture des Nations Unies, la société civile balance et c'est sans langue de bois. Le consortium a vivement déploré l'extrême légèreté des sanctions prononcées à l'endroit de quelques rares auteurs qui ont été poursuivis, en insistant sur le fait que la quasi-totalité des 256 plaintes diligentées depuis 2017 contre les agents des forces de sécurité et de défense pour des faits d'usage excessif de la force n'ont abouti à aucun procès. Dans le rapport ici présenté, elle déplore également le traitement désinvolte des cas recensés qui connaissent difficilement l'ouverture d'enquêtes sérieuses. Dans le prolongement du déni observé, le consortium fustige l'attitude de la délégation camerounaise à Genève. Dans ces tentatives de maquiller les réalités des violations massives des droits de l'homme, la délégation camerounaise s'est versée dans un culte du président Paul Biya pour affirmer que le Cameroun est un État de droit et un État démocratique pour lequel la dignité humaine est un axe majeur de la gouvernance Biya et qu'il n'existe pas de torture d'État. Le rapport ici présenté s'accompagne de recommandations, 80 au total, mais 3 d'application immédiate. Il est question, grosso modo, d'ouvrir rapidement des enquêtes à la suite d'allégations de torture, qu'elles soient menées par une instance indépendante, qu'il n'y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits et que les victimes reçoivent une réparation adéquate. Ce 1er décembre est journée mondiale de lutte contre le sida, 37e édition placée sous le thème « Suivant le chemin des droits ». Au Cameroun, la cérémonie officielle s'est tenue à Yaoundé, présidée par le ministre de la Santé publique en présence du représentant pays de l'ONU-SIDA. Les deux personnalités ont salué les efforts du pays qui a réussi à réduire de moitié le taux de prévalence du VIH-SIDA depuis 2010. Cependant, des défis subsistent, notamment dans la lutte contre la transmission mère-enfant. Pour en savoir davantage, je vous propose d'écouter le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, au micro de Karel Mezatiachoya et Samuel Ebakissé. Nous sommes quittés d'un taux de prévalence de 5,4% à aujourd'hui, suivant les études de 2018, à 2,7%. Je pense que nous avons fait de moitié, nous avons réduit de moitié. Et si nous voyons même, si nous attendons les études CANFIA qui sont en cours en ce moment et qui devraient pouvoir nous donner notre niveau en 2024, nous pourrions encore être en deçà de 2,7%. Ça voudrait dire que nous avons évolué, nous avons fait beaucoup de progrès. Mais quelques faiblesses restent encore, et au rang des faiblesses, c'est la maîtrise de la transmission de la mère à l'enfant, parce qu'encore nous avons des femmes qui continuent à ne pas accéder au diagnostic, à ne pas se mettre sous traitement lorsqu'ils ont leurs résultats. Et ça, pour nous, ce n'est pas une bonne chose. Donc nous allons continuer à rechercher les enfants qui devraient être sous traitement et qui ne le sont pas, à continuer à sensibiliser les femmes enceintes pour qu'ils fassent le test de VIH et qu'ils puissent prendre soin de leur progéniture. Nous sommes quittés d'un taux de prévalence. Et à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida, le débat de l'utilisation du préservatif revient sur le devant de la scène. À Douala, si cet outil de prévention est essentiel, il reste pourtant tabou pour de nombreux jeunes. Si pour certains l'abstinence ou la fidélité envers leur partenaire suffisent à se protéger des infections sexuellement transmissibles, à l'instar du VIH-Sida, pour d'autres, le préservatif est mis de côté en raison donc de croyances, de méfiance ou du choix de leur mode de vie. Lesline Poumetia, Stéphane Binac. Tout comme le sexe, le préservatif semble être un sujet tabou dans la ville de Douala. Je n'ai pas encore arrivé jusqu'à ce cas-là, donc je ne peux rien vous dire. Je n'ai pas encore de relation intime avec un partenaire. Si certains choisissent l'abstinence, chez d'autres, l'usage du préservatif comme mesure barrière se trouve être relégué au second plan. La fidélité de leur partenaire représente une arme contre les maladies sexuellement transmissibles, notamment le sida. Si c'est le moment que la dame est en période féconde, je peux utiliser les préservatifs. Mais si ce n'est pas le cas, puisque c'est ma seule partenaire,
donc je le fais avec elle sans préservatif. C'est un truc qui arrive parfois, c'est pas sous notre contrôle, mais après, je me sens tellement gêné au point où je suis obligé de faire des tests pour me rassurer qu'effectivement je n'ai pas atteint une maladie. Mais cette vigilance n'est pas toujours partagée. Mettre un préservatif lors d'un rapport sexuel, la question ne se pose plus chez certains jeunes. Ça permet de se protéger et d'éviter d'éventuelles infections. Le port du préservatif est nécessaire parce que le préservatif nous préserve de beaucoup de maladies, les grossesses indésirées, les IST, les MST, ainsi de suite. Donc, mise sur la sensibilisation pour neutraliser les infections sexuellement transmissibles. On ne doit pas réprimer les jeunes, les aînés doivent plus les conseiller. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent 30% des nouvelles infections enregistrées en 2023 au Cameroun, selon le ministère de la Santé publique. Un chiffre inquiétant alors qu'on célèbre ce 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. Prenons tout de suite la direction de Fumban dans le Noun, région de l'Ouest Cameroun, où le Ngwon bat son plein. Aujourd'hui, il y avait 3 activités à l'ordre du jour. L'ascension du mont Bapit, le concours de jeunes talents et de l'art culinaire. Retrouvons sur place là-bas nos reporters. Arnaud, bonsoir. Dites-nous un peu plus sur ces activités de ce jour. Bonsoir à vous Delphine Fonkou. Ça s'est joué ce 3e jour du Ngwon entre Fumban et Fumbod, l'ascension du mont Bapit, une activité sportive d'envergure pour célébrer le 558e édition du Ngwon dans l'arrondissement de Fumbod. Le vivre ensemble là-bas a triomphé avec la victoire de Mentam Cornelius venu du Nord. Vainqueur dans la catégorie homme, Sidonie Njoyan aussi venu du nord-ouest dans la catégorie dames. Un peu plus de 18 km dompté en premier par les 2 vainqueurs sur les 83 athlètes sur la ligne de départ. Le parcours, le concours des jeunes talents est actuellement l'attraction du grand podium décliné sous plusieurs disciplines, le jonglage, la prestation artistique, l'art culinaire. Cette occasion d'expression de talent a déjà donné lieu à pas mal de découvertes. Il est prévu juste après, le concours Miss Master en sa phase de demi-finale. La soirée va se boucler avec le grand corset sur le grand podium. Nous vous revenons demain avec des informations plus fraîches. En direct de Fumban, village Ngwon, pour Canal 2 International. Ngondo, toujours en culture, la messe de l'eau, moment central des festivités du Ngondo, a marqué l'apothéose de cet événement culturel ce dimanche. Sur les berges du Vouri à Douala, le vase sacré a livré le message des ancêtres à un public nombreux et attentif. Cette année, le mot d'ordre est clair, consolider la solidarité et l'entraide. Junior Ossin, Henri Tinda pour les détails. L'un des mystères qui fonde le Ngondo est le culte de l'eau. Derrière cette case traditionnelle sur les berges du fleuve Vouri, coule la rivière où le vase sacré sera immergé. Ce vase sacré est l'instrument de communication pour les ancêtres du peuple Sawa. Alors chaque année, on prépare ce vase sacré. Même certains dignitaires Sawa ne peuvent pas toucher ce vase sacré, sauf les initiés. Ce dimanche 1er décembre 2024, comme il est de coutume à la fête du Ngondo, le peuple Sawa et celui d'ailleurs se tiennent la main pendant plusieurs minutes. Objectif, communier pour que le vase sacré soit rempli de messages des ancêtres. C'est ce que nous appelons Essa, c'est que le peuple en communion avec les ancêtres de Nyambeweke préparons le rituel de l'eau. Une fois le rituel de l'eau terminé, le panier qui porte le message trouvé dans le vase sacré est présenté aux uns et aux autres. Le message pour cette année est consolider la solidarité et l'entraide. Les ancêtres nous bénissent en nous disant donc il faut s'entraider. Nous devons continuer dans la solidarité entre nous et nous devons y rajouter de patriotisme. L'apothéose de ces festivités du Ngondo a aussi été marquée par la remise des prix au top 11 des meilleurs élèves des cantons, les finales de lutte traditionnelle, la course de pirogue et
par la présence des peuples issus du sud-ouest et du nord, entre autres. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, a représenté de manière personnelle le Premier ministre, chef du gouvernement. Autre information dans ce journal, la situation des peuples autochtones mobilise les autorités camerounaises et leurs partenaires. Le ministère des Affaires sociales et le Fonds mondial pour la nature viennent de signer à Yaoundé un mémorandum d'entente revisité. Ce document vise à encadrer l'accès des peuples autochtones aux aires protégées pour subvenir à leurs besoins alimentaires et médicaux tout en facilitant l'obtention des documents liés à leur nationalité. Joël Diom 3 et Michel Foucault nous en disent davantage. Main dans la main, le ministère des Affaires sociales et le Fonds mondial pour la nature avancent dans un partenariat parapluie ce 29 novembre pour un mieux-être des peuples autochtones. Après les conventions de 2019 avec le MINAS et 2020 avec le ministère des Forêts, ce mémorandum d'entente revisité permettra d'établir un répertoire des actions menées. Mettre en lumière les activités réalisées au profit des deux communautés autochtones reconnues au Cameroun, à savoir les peuples de la forêt d'une part et les peuples Mbororo d'autre part. Les responsables du ministère des Affaires sociales, du Fonds mondial pour la nature ainsi que les associations de défense des droits des peuples autochtones vivent ce moment qui marque une avancée pour le renforcement des droits de ces minorités. Leur permettre d'accéder aux aires protégées pour leur nutrition, pour leur pharmacopée, mais également pour pouvoir obtenir des moyens de subsistance durable. D'accompagner les peuples autochtones au niveau de l'accès à la citoyenneté. L'établissement de ce nouveau cadre de collaboration entre le MINAS et WWF va consolider les droits des peuples de la forêt et les Bororo. Et c'est la fin de ce journal à suivre juste après votre émission culte La Reine qui reçoit ce dimanche le maire de Ngoumou, Jean-Baptiste Atemengue. Au cœur du débat, les défis des communes par rapport à la loi portant régime fiscalité locale au Cameroun. Plantons tout de suite le décor avec Rodrigue Tonguer. Bonsoir. Est-ce qu'il y aura du hot et du hot ce soir? Bonsoir Delphine, nous l'espérons avec vous qu'il y aurait du hot et du hot ce soir en tout cas. Vous l'avez indiqué, le sujet lui-même assez chaud, la question de la fiscalité locale, la nouvelle fiscalité locale, puisqu'il en existait déjà dans le dispositif juridictionnel ou juridique au Cameroun, en tout cas dans l'organisation de notre État. Il était prévu que les collectivités locales, les CTD, c'est-à-dire les communes et les conseils régionaux prélèvent certaines taxes. Il paraît qu'avec l'avènement de cette nouvelle loi, on va monter en régime, on va monter en compétence pour la collecte de ces taxes-là. Mais la question de fond, c'est est-ce que ce sera bien géré, puisque c'est ce qui était reproché à l'État central. Est-ce que les CTD vont pouvoir gérer les nouvelles taxes à bon escient, de sorte que les populations trouvent leur sort, trouvent leur compte dans cette affaire-là, puisqu'il faut à la fin enlever les ordures, éclairer les rues, et puis permettre aux gens de vivre de façon harmonieuse. En tout cas, merci Rodrigue, on vous souhaite une très belle émission. Merci. Et on invite également nos téléspectateurs à rester fidèles parce que, quand vous l'annoncez, ça s'annonce vraiment bouillonnant ce soir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi le journal rendu possible par l'ensemble de la rédaction. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un autre rendez-vous avec l'actualité. Bonsoir et bon début de semaine à tous.